Quel est le meilleur attaquant d'Inazuma Eleven? C'est un sujet source de débat qui divise et fascine constamment la communauté. En même temps, c'est normal, il y a tellement d'attaquants marquants en 8 saisons. Même si j'en ai déjà fait par le passé, j'ai trouvé que ça serait intéressant de refaire une vidéo sur les attaquants. Sauf que cette fois-ci, au lieu de les séparer en saga de 3 vidéos comme j'avais fait à l'époque, on va tous les réunir et faire le top 10 ultime, toutes saisons confondues, en une seule vidéo. Honnêtement, maintenant avec du recul, je trouve que les vidéos top 10 attaquants que j'avais fait à l'époque ne sont pas très ouf. Et je suis plus vraiment d'accord avec ce que j'avais dit. En fait, à l'époque, je me basais beaucoup sur mes souvenirs, comme la plupart des gens le font encore dans les débats de puissance. Sauf qu'aujourd'hui, c'est différent. Je reviens maintenant 2 ans plus tard avec de bien meilleures connaissances. Depuis, j'ai revu l'anime plusieurs fois. J'ai fait également énormément de recherches et de projets sur Inazuma Eleven, ce qui m'a permis d'avoir une lecture de l'œuvre beaucoup plus poussée et une analyse bien meilleure qu'à l'époque. Aujourd'hui, je vais tenter de répondre à cette question de la manière la plus objective possible, contrairement à la majorité des gens sur les réseaux. Attention, je dis pas que je vais avoir la vérité absolue, car il n'y a pas de vérité absolue sur les débats de puissance dans Inazuma Eleven. C'est toujours un sujet assez incohérent dans l'anime, donc compliqué à faire. Surtout pour les attaquants, je trouve. Tout ça pour dire que je vais essayer d'exposer de la manière la plus concrète possible qui est le meilleur attaquant de cette licence avec de vrais arguments de comparaison. Donc je te le dis d'avance, Timothée, viens pas pleurer dans les commentaires si ton attaquant préféré n'est pas dans la vidéo. Bon, maintenant que les petits sont partis, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Comme d'habitude, sachez que le classement a été compliqué à faire, car les joueurs ne viennent pas de la même époque et n'ont pas eu les mêmes adversaires. Dernière précision avant de commencer, je dois dire que je n'ai pas pris en compte les attaquants exclusifs des films Tous Unis contre l'équipe Ogre et Denbal Seikai dans le classement, car ces deux films ne sont pas canons et suivent une timeline différente. Par contre, j'ai bien pris en compte le film Griffon, qui lui est canon. Alors évidemment, ça me semble logique, mais je le précise quand même, vous vous doutez bien que je vais compter les armures, les miximax, les totems, etc. Mais comme pour toutes les autres vidéos, je vais pas prendre en compte ce critère pour comparer la puissance d'un attaquant de OG avec un attaquant de Go. Car sinon, vous vous doutez bien qu'il y aurait que des joueurs de Go dans le classement et ça serait pas intéressant. Chacun doit être jugé avec les armes qu'ils avaient à leur époque. Donc ces mécaniques seront uniquement pris en compte pour juger un joueur de Go avec un autre joueur de Go. Juste avant de commencer, je vous rappelle que pour mon classement, je me base uniquement sur l'anime et non les jeux vidéo. C'est normal, ça n'a rien à voir. Maintenant qu'on a posé les bases, je vais d'abord vous expliquer les critères sur lesquels je me suis basé pour les départager. Tout d'abord, les super techniques qu'ils possèdent. Évidemment, comme toutes les autres vidéos. Leur style de jeu, leur capacité offensive, de dribble, de skill et de passe. Également, le leadership, ce qu'ils dégagent sur le terrain. Je trouve que c'est très important pour un attaquant d'ailleurs. Aussi la finition, l'adresse devant le but. En gros, s'ils sont capables d'apporter à l'attaque en marquant des buts. Et également leur ratio tir-but. Est-ce qu'ils ont beaucoup tiré? Est-ce qu'ils ont gâché beaucoup d'occasions? Ça va être des critères importants. Et puis pour finir, leur utilité par rapport à leur saison et leur époque. Si on les a vus 1 ou 2 fois par exemple, et bah ils perdent des points. Ils gagnent au contraire des points s'ils ont été marquants, qu'on les a vus souvent, et encore plus s'ils ont été décisifs à travers plusieurs saisons avec des bonnes perfs régulières. Ça fait beaucoup de critères à prendre en compte, je sais. Mais avec tout ça, je pense qu'on peut réussir à dégager le classement le plus objectif possible. Alors, qui est le meilleur attaquant de tout Inazuma Eleven? Allons voir ça. Bailong et Tescat, la lumière et les ténèbres. Tescat et Bailong, les joueurs de la quête du pouvoir absolu. Ce sont tous les deux des impériaux d'élite recrutés par le 5e secteur. L'un représente la lumière et l'autre représente l'obscurité. Bailong aura été capitaine de l'équipe Lumière Éternelle et de l'équipe Zero, ainsi que dans l'équipe Rébellion Japon. Et pour finir, il aura joué dans Neo Inazuma Japon dans le film de Go Chronostone. Tescat, quant à lui, a joué pour l'équipe Ombre Ancestrale en tant que capitaine et dans l'équipe Zero. Au niveau des super techniques, Bailong possède l'ouragan opalin, le tir Zero Magnum avec Tescat, l'esprit guerrier astral Dragon de l'Aube et une armure d'esprit guerrier qui peut activer dans le film de Chronostone. Et le tourbillon du dragon dans le film de Chronostone également. Sa technique d'esprit guerrier de tir est le souffle de l'aube, mais il maîtrise aussi une fusion d'esprit guerrier avec Tescat qui donne Arthur le paladin sacré, et avec cet esprit guerrier, il peut utiliser une technique de tir, la lame mythique. Donc pour Tescat maintenant, il possède la cendre noire, le Zero Magnum avec Bailong également. Son esprit guerrier c'est Fléau Obscur, le seigneur des ténèbres. Et avec celui-là, il peut utiliser sa technique de tir, la sentence irrévocable. Comme Bailong, il possède Arthur le paladin sacré en esprit combiné, parce qu'il se combine les deux. Et il peut aussi utiliser la lame mythique. Alors vous allez sûrement me demander pourquoi je les ai mis au même niveau et surtout pourquoi je les ai mis aussi bas. D'abord, pourquoi je les ai mis au même niveau? Eh bien parce que c'est canon. Dans le film, c'est dit qu'ils sont au même niveau techniquement. L'un représente la lumière et l'autre l'obscurité. En gros, ce qui veut dire qu'ils se complètent parfaitement. Ce sont tous les deux des joueurs absolus. Maintenant, je vais vous présenter rapidement leurs compétences et ce que je leur reproche. Bailong, déjà dans les plus, clairement, c'est sa force physique. Le Boog, il crée carrément des tornades.
Pas de dribble et de gestes techniques comme un Paolo, juste lui il fait un tout droit et il passe les 11 adversaires. Dès son apparition, Bailong nous montre déjà à quoi s'attendre. Il arrête un envol des ténèbres avec un simple geste de la main, puis il va balayer les 11 joueurs de Raymond avec son ouragan opalin. D'ailleurs dans ce match il va écraser les Raymond 12-0 à lui tout seul. C'est clairement une grosse perf très impressionnante. Dans son second match maintenant avec l'équipe 0, au début du match, grâce à son esprit guerrier, il va encore une fois écraser les Raymond en 1v11. Un autre de ses points forts maintenant, ses esprits guerriers. Oui, je dis c'est parce qu'il en dispose de un en solo et d'un autre combiné avec Tescat. On va d'abord parler du solo. Astral, le dragon de l'aube. Il dit qu'il est absolu et qu'il est supérieur aux esprits guerriers standards. Et il va bien nous le montrer parce que lorsque Bailong invoque Astral pour la première fois, on voit qu'il est littéralement beaucoup plus gros qu'un esprit guerrier classique. Et il peut prendre à revers ses adversaires en dribble avec sa queue. Phrase douteuse. Il va passer encore une fois les 11 joueurs de Raymond, dont les 3 esprits guerriers des personnages principaux sans difficulté. Et maintenant, Arthur, l'esprit combiné. Quand il l'invoque avec Tescat, ils écrasent l'équipe de Raymond. Il est également capable de résister à Griffon, la fusion des 3 esprits guerriers des meilleurs joueurs de Raymond, alors que Bailong et Tescat ne sont que 2. Maintenant au niveau des moins, bon il fallait en trouver parce que vous imaginez sinon il serait plus haut. Déjà, Bailong il est trop insolent. Par exemple pendant le match avec Zero, on a l'impression qu'il empêche Tescat de jouer au début du match en jouant solo. Mais quand son équipe est en difficulté, là par contre il supplie Tescat de l'aider. Et puis également il a quelques flops notables, comme le Zero Magnum qui se fait arrêter par les mains libérées de Sam Gook, alors que Beta les passe avec un simple tir. D'ailleurs Astral va se faire passer par Archipégas dans le film. Même si Bailong l'avait beaucoup spam avant et qu'il se pourrait qu'il n'était pas à son prime à ce moment-là, c'est quand même notable. Et vous connaissez la puissance d'Archipégas. À partir de Chronostone, il devient gaze. Il faudra que Arion le fasse évoluer et débloque l'armure d'esprit guerrier pour rivaliser. Ça prouve que le niveau de Tescat et Bailong du film, ben ils sont finito par rapport à Chronostone. Après finito c'est peut-être un peu exagéré j'avoue, et c'est probable qu'il se soit amélioré entre temps. Mais le problème c'est qu'on n'a rien vu. Du coup ça me permet d'enchaîner avec son plus gros défaut maintenant, son temps d'écran. En effet on le voit très peu, et même si quand on le voit il lâche des dingueries, eh bien c'est pas suffisant pour être plus haut. Les adversaires les plus forts qu'il a affrontés c'est Sam Gook et les Raymond Go, et une équipe du 11 terrestre au début de Galaxy. On ne sait pas ce qu'il vaut face à des joueurs plus forts. Ça aurait été intéressant de nous le montrer, mais malheureusement ce n'est pas le cas. Maintenant on va passer à Tescat. Alors au niveau de ses qualités, déjà on peut noter son agilité. Bien qu'il joue pas sérieusement lors de son premier match face au Raymond, on peut voir qu'il arrive à prévoir tous les mouvements de ses adversaires. En deuxième point, j'ai noté sa force, bien qu'il ne la montre pas réellement, excepté lors du match de 0 contre Raymond avec son esprit guerrier, et également lors du match en 5v5 de Chronostone, où il confiera sa force à Arion pour effectuer un Miximax et gagner le duel. Ça permet d'enchaîner avec une autre de ses qualités, c'est qu'il est en avance sur son temps. Il a déjà une connaissance des armures d'esprit guerrier. D'ailleurs, c'est lui qui va aider Arion et les autres à les maîtriser. Tescat c'est l'esprit du football et c'est d'ailleurs pour ça qu'il ne peut pas quitter l'île du sanctuaire. Et puis pour finir, comme je disais sur Bailong, il possède Arthur, un esprit guerrier combiné qui est capable de tenir tête à Griffon. Donc c'est vraiment pas mal comme palmarès. Maintenant au niveau des moins, et bien déjà comme Bailong, le Zero Magnum se fait arrêter par les mains libérées de Sam Gook. Et puis surtout son temps d'écran. On ne connaît pas la vraie puissance de Tescat. Certes c'est un joueur exceptionnel, mais malheureusement à part dans le film et le 5v5, on le revoit plus. Tescat et Bailong auraient pu être mieux classés, mais malheureusement on ne connaît pas exactement leur potentiel. C'est des joueurs super forts qui n'ont pas pu prouver face à des adversaires puissants. Clairement c'est trop peu pour qu'ils soient plus hauts. Avec eux on reste clairement sur notre fin, et on aurait aimé en voir plus. Et vous savez ce qu'on aurait aimé voir plus aussi? Plus de sous-marins comme celui de Redark dans la saison 2 d'Inazuma. C'était vraiment incroyable, il nous a tous surpris avec son sous-marin qui a spawn de nulle part. Si vous avez aimé cette scène et que vous êtes fan de navires et de batailles historiques, j'ai une solution pour vous. Elle s'appelle World of Warship. C'est un jeu stratégique gratuit disponible sur toutes les consoles et sur PC, jouable avec des amis et en équipe. Dans le jeu, il y a le nombre gigantesque de plus de 600 navires de guerre historiques, répartis en 13 nations différentes. Deviens le Redark que tu penses être en détruisant les joueurs du monde entier dans des batailles épiques. En plus, le jeu est vraiment beau. Du coup, je vous invite vraiment à télécharger le jeu World of Warship avec mon lien dans la description pour obtenir un paquet spécial de bienvenue d'une valeur de 25 € où vous retrouverez 2 millions de crédits, un excellent navire tier 4, 7 jours de compte premium et plein d'autres cadeaux. Mais attention, tout ça est disponible uniquement pour les nouveaux joueurs. Si c'est ton cas frérot, alors c'est le moment de foncer et de jouer tes premières games. Yurika, la guerrière impitoyable. La capitaine est l'attaquant vedette des Shadow of Orion, l'équipe ultime de la fondation Orion entraînée par Redark en personne. Amie d'enfance de Freud, Yurika était d'abord une fille joyeuse. Grandement influencée par Irina, elle rejoint le programme d'Orion et devient une véritable guerrière sans émotion à la tête de leur équipe d'élite. Au niveau de ses super techniques, elle possède le Orion Cross Viper, le Blackfield et la danse de l'air en technique de dribble. Maintenant, au niveau de son style de jeu et des plus, tout d'abord elle met un coup du chapeau contre une des meilleures équipes de tout Inazuma confondu. Ensuite, il faut savoir qu'elle est très agile
et rapide. Elle nous a montré lors de la finale avec son jeu aérien. Elle saute haut et très régulièrement avec des dribbles imprévisibles. Elle a également une grosse frappe et avec une bonne précision. On se rappelle du but aérien contre Marc dans la lucarne sans technique. Elle est également intelligente. Elle est capable d'arrêter le last resort en créant un flux d'air avec ses mains. Et aussi à l'aide de 3 autres joueurs, le last resort Sigma, en créant cette fois-ci un courant d'air avec leurs pieds dans le sens inverse à la rotation du ballon. Au final, pas si compliqué à contrer le last resort. Voilà, Axel, c'était gratuit. D'ailleurs, pour dribbler Asuto, à un moment, elle a aussi créé un flux d'air autour d'elle, un petit peu comme Bailong. Elle dispose également d'un gros leadership. Dans sa team, tout le monde l'écoute. Elle donne des instructions de jeu pertinentes. D'ailleurs, le faux père d'Asuto, qui l'a sûrement entraîné, a admis qu'elle avait un gros leadership. Yurika est une joueuse vraiment spéciale. D'après Irina, elle possède aucune émotion. Une véritable arme de combat entraînée avec toutes les technologies d'Orion. Perso, elle me fait beaucoup penser à Bachancer dans son style de jeu. D'ailleurs, que vaut sa frappe à son prime? Déjà, sa première technique est capable de passer la Diamond Hand de Marc sans effort. Sa deuxième technique est aussi capable de la passer. Par contre, Marc peut arrêter sa technique de tir la plus forte avec la Yuju God Hando. Après, c'est quand même la technique de Marc la plus forte dans Orion. Pour moi, elle est à peu près équivalent à un arrêt céleste, mais on n'est pas sûr. Alors maintenant, au niveau des moins, et c'est ce qui va la pénaliser, tout d'abord, elle est froide. Pas agréable de l'avoir en coéquipière, je pense. Un groupe qui gagne, c'est d'abord un groupe qui vit bien, sur et en dehors du terrain. Et malgré le fait qu'elle est censée avoir zéro émotion, elle peut perdre son sang-froid si tu la provoques lors d'un match. Et oui, le Talk no Jutsu marche sur elle. Elle devient alors vraiment moins forte. Plus solitaire, se précipite pour tirer, des dribbles moins précis avec beaucoup de pertes de balles. Dans la finale, quand Asuto va lui faire la morale et qu'elle voit que son équipe commence à galérer, elle est clairement moins réfléchie dans ses actions. Foudrage, elle prend même la balle à un de ses coéquipiers. Elle désorganise totalement son équipe et même ses partenaires sont obligés de lui dire de se calmer. Elle perd donc beaucoup en leadership et en niveau de jeu et pénalise son équipe. Au final, elle aura quasiment rien proposé en deuxième mi-temps, 0 but, 0 action notable. Malgré son niveau stratosphérique en première période, mentalement, elle est pas si forte que ça et c'est vraiment dommage. Peut-être que si on l'avait plus vue, elle aurait pu s'améliorer dans ce domaine, mais malheureusement, on l'a pas assez vue et ça lui coûtera des places dans le classement. Xavier, le prince des météores. Joueur culte d'Inazuma Eleven. Xavier est pour beaucoup l'un des meilleurs attaquants d'Inazuma Eleven OG, voire le meilleur. Il est le guerrier ultime de Genesis et la pièce maîtresse d'Amstram Schiller. Xavier est un joueur très fort avec l'une des plus grosses frappes d'Inazuma. Au niveau de ses super techniques, il possède d'abord le météore géant V3, le manchot spatial avec ses coéquipiers, la supernova avec ses coéquipiers de Genesis également, l'aurore ou le tir de la genèse comme vous voulez avec Sean Frost, la frappe stellaire, le Big Bang avec Jude et Shaun, l'attaque cosmique avec Kira Hiroto dans Ares et Orion, et le Kamakura Dimension, une technique d'arrêt en trio avec Nishikage et Mizukamiya. Maintenant, au niveau de son style de jeu, ça ne fait aucun doute que Xavier est un leader. Capitaine de Genesis, 4ème dans la hiérarchie d'Inazuma Japon, capitaine du collège Alia, il est également doté d'un sens tactique, c'est un playmaker. C'est lui qui a compris comment contrer l'Argentine. Même s'ils n'ont pas gagné, Xavier était important. Il a l'intelligence de jeu et la vision de jeu nécessaires pour donner des instructions et placer ses coéquipiers comme il l'a fait pendant le match. Il donnait des directives un peu comme Jude. D'ailleurs, souvent, il analyse et comprend vite le jeu. Comme on peut voir lors du match contre le Brésil, Jude lui fait confiance. C'est également le grand frère de l'équipe, avec Scotty et Jordan, des joueurs un peu moins forts qu'il a pris sous son aile. Puis également, Xavier, c'est un joueur polyvalent. Il peut jouer à la fois en attaque, au milieu et en défense comme on l'a vu dans Orion. On pourra pas lui enlever, mais il a également la technique solo la plus puissante de OG qui passe Hector qui est le meilleur gardien des 3 premières saisons. Il est également décisif lors des grands matchs, notamment contre le Brésil, contre Costyle et contre les Dragons de Feu en finale des qualifications. C'est aussi lui qui a trauma Raymond dans la saison 2. Marc était en dépression, il a tabassé Sean Frost qui était à l'hôpital. Todd et Nathan ont quitté l'équipe à cause de lui. Sans déconner, c'était presque la fin de Raymond. Il est également bon en dribble. C'est factuel, c'est le joueur qui a réussi le plus de dribbles derrière Jude dans OG, avec 35 dribbles réussis pour Xavier pour seulement 16 ratés. Bon oui, même si cette stat de dribble a été grandement buff avec la saison 2, mais je rappelle que pendant toute la saison 2, il était quasiment pas dopé. C'est juste pendant la finale où il a désactivé son limiteur. Donc au premier affrontement, Xavier jouait avec sa propre force. Donc sa stat de dribble, il l'a volé à personne. Oui, je sais, maintenant vous allez me parler de la scène du dribble de l'arbre avec les kappas pour me dire que Xavier n'est pas bon en dribble. D'ailleurs, parlons de cet épisode qui est à la base un filler. À la base, Karl Kappa est dessiné par un fan de la série au Japon qui a remporté un concours de dessin. Par la suite, le dessin a été repris par la production pour la série Inazuma Eleven. Alors oui, Xavier et Scotty se prennent 17-1 contre des randoms qui kiffent des concombres. Et aussi dans cet épisode, Xavier a gratté un dribble contre un arbre de la forêt. Sauf que je le redis, cet épisode est un filler. Et surtout, l'histoire se passe dans une forêt imaginaire qui provoquerait des hallucinations.
comme si le temps passé dans cette forêt était figé. Car oui, à la fin de l'épisode, Xavier et Scotty rentrent à l'auberge du Japon. Sauf qu'on apprend que nous sommes toujours le même jour que leur disparition. Pourtant, depuis leur disparition, le temps est passé et personne ne semble s'être inquiété. Comme si le temps était passé et que cet événement n'avait jamais existé. Pourtant, Xavier et Scotty se rappellent bien de tout ça. Du coup, pour revenir au sujet de base, c'est ce qui peut potentiellement expliquer le flop de Xavier avec l'arbre. Xavier aurait déjà été sous emprise d'hallucinations. Et allez essayer de dribbler un arbre sous hallucination, les gars. Et je pense que ceux qui prennent cet épisode en compte pour descendre Xavier sont de mauvaise foi. Maintenant, je vais vous dire des faits. Les vrais défauts de Xavier qu'on peut bien voir dans la série. Tout d'abord, pas de technique de dribble. Ensuite, je trouve qu'il n'a pas été assez décisif au FFI. Avec certes de grandes prestations dans les grands matchs, on pourra jamais lui enlever, mais quelques matchs vraiment frauduleux, où il a été vraiment mauvais et transparent. Comme par exemple l'Australie, l'Angleterre et l'Italie. Xavier, à ce moment-là, c'était du niveau de Todd, sans déconner. Et j'irai même encore plus loin. Si on prend en compte ses stats au FFI en match officiel, en enlevant la saison 2, on peut voir que ses stats sont corrects, mais pas folles non plus. All saison, Xavier, c'est 19 buts, 4 passes D pour 19 matchs joués. Il a 16 tirs ratés en tout, soit 54,29% de réussite sur ses tirs. C'est positif, c'est vraiment pas mal. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il a 35 dribbles réussis pour seulement 11 ratés. Mais du coup, voilà, des stats vraiment bonnes pour Xavier. Maintenant, vous allez voir le glow down, avec uniquement les stats lors des matchs officiels du FFI. C'est 7 buts, une passe D pour 9 matchs joués, avec 9 tirs ratés, soit 43,75% de réussite. Ce qui reste quand même correct, mais moins bien que ses stats globales. Le plus gros glow down maintenant, c'est les dribbles. Avec seulement 3 petits dribbles réussis pour 3 ratés. Ce qui est vraiment pas dingue. Il est carrément en négatif sur ses stats en match officiel. Même si ça reste quand même pas dégueu, 43% de réussite sur ses tirs, c'est pas pareil que la saison 2. La saison 2, on était habitué à avoir une bien meilleure réussite. Moi, je trouve que c'est clairement pas ouf pour un joueur de cette envergure. Après, faut pas oublier que le FFI est une compétition mondiale avec un niveau très élevé. Et la plupart des joueurs d'Inazuma Japon ont des stats modestes dans le tournoi. Il finira quand même 3e meilleur buteur de l'équipe dans la compétition, derrière Axel avec 10 buts et Austin avec 8 buts. Pour Xavier, heureusement qu'il marque un doublé en finale avec la meilleure technique solo de sa saison et qu'il se rattrape dans les grands matchs. Pour toutes ces raisons, malgré sa technique de la frappe stellaire, Xavier ne peut pas être plus haut. Au contraire, le gars au-dessus est peut-être un peu moins puissant en frappe, mais lui a été beaucoup plus constant sur ses performances. Paolo, le météore blanc. Paolo Bianchi. Il est le capitaine remplaçant de la sélection italienne Orphée. Surnommé le météore blanc italien, Paolo est le meilleur buteur d'Europe. En plus d'Orphée, il aura également fait partie un court instant d'Inazuma Japon contre la Sky Team et la Dark Sky, et une petite apparition avec les Raymond dans le film contre les ogres. Au niveau de ses super techniques, il possède la nouvelle épée d'Odin et la tactique de la contre-attaque Catenaccio qu'il aura lui-même maîtrisé. Le style de jeu de Paolo, déjà tout d'abord, c'est sa vision de jeu. Il réussit à analyser tout ce qui se passe sur le terrain et guider ses coéquipiers tout en jouant le ballon au pied. On se rappelle de la scène du match contre Inazuma Japon ou encore de l'entraînement au quartier italien. Maintenant, ses dribbles, sa deuxième grosse qualité. Paolo est un excellent dribbleur, probablement le meilleur de OG avec Robinho. C'est simple, il ne rate aucun dribble. Et il a même réussi l'exploit à dribbler Thiago Torres en 1v1, même si je précise c'était pas en match officiel. D'ailleurs, pour ceux qui pensent que Robinho est meilleur que Paolo en dribble, on notera qu'il s'est fait prendre la balle contre Thor et une lame sismique quand même. Et dans les stats de Thor all-time, c'est seulement 4 blocs réussis, dont un c'est Robinho. Voilà, je vous donne cette stat là, vous en faites ce que vous voulez. Autre point fort de Paolo, son agilité. L'une des plus grandes agilités d'un attaquant d'Inazuma pour moi. Un peu en dessous de Faye et Yurika quand même. On le voit bien, quand Marc et Paolo se rencontrent à Lyokot. Paolo traverse les rues avec une facilité déconcertante. Ou encore son intervention défensive avec une retournée aérienne lors du match contre Inazuma Japon. Sa capacité d'adaptation est également un de ses gros points forts. C'est lui qui va faire en sorte de rendre Red Dark gentil avec un discours poignant, en jouant comme le père de ce dernier et en jouant comme il le souhaite. Ce qui est le plus impressionnant ici, c'est surtout qu'il réussit à jouer exactement comme le père de Red Dark en quelques jours seulement, juste en visionnant un enregistrement à la télévision. Ce qui prouve une grande capacité d'adaptation chez Paolo. Il y a également son esprit d'équipe et sa gentillesse. Même dans son équipe, quand personne ne voulait l'écouter, il continue de faire confiance à ses coéquipiers. Par exemple, contre Inazuma Japon en première mi-temps, il fait sans cesse la passe à Raffaele, qui fait que flopper, au lieu de tirer lui-même égoïstement avec son épée d'Odin. Même après avoir perdu 8-0 contre les Little Gigantes, au lieu de s'apitoyer sur son sort, au lieu de laisser tomber, il va aider Inazuma Japon à se préparer pour la finale. Et aider Marc à maîtriser l'arrêt céleste.
C'est vraiment un bon gars. En parlant de son épée d'Odin, c'est un très gros plus. Tout comme ses dribbles, l'épée d'Odin passe ses adversaires à chaque fois qu'elle est utilisée. À part 3 fois, contre Hector Helio, les ogres et la Dark Sky, où il fait son épée d'Odin combinée à un feu tout puissant qui se fait arrêter par la fin V3 plus Sael et Destra en duo in extremis sur la ligne. Il maîtrise également la contre-attaque Catenaccio, ce qui le rend vraiment complet, capable de récupérer des ballons depuis son camp et de lancer des contre-attaques fulgurantes. Le seul qui a réussi à contrer cette tactique, c'est Jude, et ça grâce au fait qu'il est le disciple de Redark. Ça rejoint ce que j'ai dit, contrairement à Xavier, Paolo c'est des performances régulières toute la saison avec quasiment aucun flop. Globalement, il finit le tournoi sans jamais avoir raté un dribble et sans jamais avoir raté un tir si on exclut Hector Helio. Maintenant, je vous ai montré toutes ses qualités, il y en a beaucoup, c'est vrai, on va parler de ses défauts. Déjà, son leadership. Dès le début du match contre Inazuma Japon, il tente de faire la contre-attaque Catenaccio. Sauf qu'aucun de ses coéquipiers ne veut l'écouter et lui faire la passe. Et c'est à cause de ça qu'ils prennent le premier but. Pour gagner la confiance de son équipe, il doit carrément supplier son gardien en lui demandant uniquement 5 petites minutes pour que son équipe lui fasse confiance. Non, vraiment, il se fait pas respecter. Même si Notrak à la fin du match, c'est beaucoup mieux. Son équipe l'écoute enfin et Nakata, Notrak c'est un vrai leader. Donc au final, il aura quand même un peu gommé son défaut. Mais j'étais obligé de le mettre dans les points négatifs tellement c'était un défaut flagrant toute la saison. Après, c'est pas forcément de sa faute. Je pense même que Paolo possède un bon leadership de base. Sauf que l'arrivée de Redark n'a pas aidé. Il était le seul à lui faire confiance et c'est pour ça que ses coéquipiers lui ont tourné le dos. Ensuite, dans les flops, forcément, son match contre les Little Gigantes. Il perd 8-0 et se fait stopper son épée d'Odin par Hector avec un simple arrêt. Et en plus, il avait des poids. Contrairement à Xavier qui marque avec une frappe stellaire contre Hector qui utilise une technique. Même si je doute qu'au moment où Hector a arrêté l'épée d'Odin de Paolo sans technique, c'était une façon de mettre en avant la puissance des Little Gigantes dans le scénario. Mais franchement, c'était abusé. D'ailleurs, ce que beaucoup ne savent pas, c'est qu'après ce match flopesque contre les Little Gigantes, c'est que Paolo réussit à améliorer sa technique en nouvelle épée d'Odin. Il l'a utilisé lors du fameux match d'entraînement d'Inazuma Japon avant qu'ils affrontent les Little Gigantes. Je pense pas que la nouvelle épée d'Odin, Hector serait capable de l'arrêter à main nue. Par contre, avec une main Céleste X, là oui, sans problème. Mais bon, c'est qu'une théorie. À mon sens, Xavier a des techniques de tir plus puissantes et une meilleure intelligence de jeu que Paolo. Sauf que Paolo, pour moi, le surclasse dans quasiment tous les autres domaines. Ce qui a fait pencher la balance, c'est que Paolo a été régulier tout le tournoi, sauf contre les Little Gigantes. Mais contre les Little Gigantes, c'est toute son équipe qui n'était pas à la hauteur. Paolo, contre les Anglais, c'est un doublé sans super technique. Alors que Xavier, ça passe pas avec le météore géant V3. Paolo a été constant tout le tournoi, alors que Xavier, vraiment, a fait des matchs frauduleux. En tout cas, pour moi, Paolo, c'est un peu au-dessus de Xavier, grâce à sa régularité et tout ce qu'il nous a montré lors de la saison 3. Axel, l'attaquant de feu. Buteur d'apparence calme, il brûle de passion pour le football. Surnommé l'attaquant de feu ou bien l'attaquant légendaire, Axel Blaze est l'attaquant, voire le personnage le plus emblématique d'Inazuma Eleven. Il impose le respect. Grâce à sa carrière et ses buts mémorables, il aura inspiré énormément de joueurs. On pense à Austin, Kozumaru, Victor, Vladimir ou encore Arion. L'iconique numéro 10 de la série aura joué pour Raymond, les Kirkwood dans Ares, et puis pour finir dans la sélection nationale Inazuma Japon. Au niveau de ses super techniques, il possède la tornade de feu 2, la tornade du dragon, le trampoline du tonnerre, la foudre, le super trampoline du tonnerre, l'oiseau de feu, l'éclair pulvérisant V2, la tornade puissance 2, la tempête de feu, le nouveau feu glacé, la terre, le tourbillon de feu 2, la tempête du tigre avec Austin, le feu tout puissant G2, l'ouragan Inazuma, le brasier absolu dans le film Contre les ogres, le last resort dans Orion, la légende suprême avec Jude et le super éclair pulvérisant dans Orion. Par rapport à son style de jeu, c'est un buteur calme qui possède un grand sang-froid devant le but. Axel en impose de par son aura et sa réputation, qui s'est forgé en devenant un buteur d'exception dans tout le Japon. Au total, Axel en 3 saisons, c'est 47 buts pour seulement 36 matchs joués dans OG, 5 passes D et 46 tentatives ratées, soit 50,54% de réussite sur ses tirs, ce qui fait un but par match et un tir sur 2 qui rentre. C'est vraiment pas mal, même si 4% de moins que Xavier. Mais attention les fans de Xavier, vous comprendrez pourquoi je l'ai mis au-dessus. Dans Ares et Orion, c'est 4 buts et 6 tentatives ratées pour 5 matchs joués au total. Avec 51 buts en tout, Axel est le meilleur buteur d'Inazuma OG. C'est un joueur qui tire énormément au but. Cela veut dire d'une part que tes coéquipiers te font énormément confiance. Il attire le ballon. Alors oui, il tire beaucoup, mais ça rentre souvent. Donc dans son palmarès, on peut rajouter aussi que c'est également le meilleur buteur d'Inazuma Japon de la compétition, avec 10 buts et 2 passes D pour 9 matchs joués, même si 15 tirs ratés, soit 40% de réussite, 3,75 de moins que Xavier. Mais 3 buts de plus pour Axel avec le même nombre de matchs joués. Pour finir avec le FFI, Axel c'est 5 dribbles réussis pour 6 ratés. Alors oui, malgré des stats compliquées en saison 3 pour Axel, je l'ai quand même classé au-dessus de Xavier. Je m'explique, les buts de Xavier sont plus marquants. C'est donc normal que les gens pensent que Xavier est plus fort, car ils ne regardent pas la régularité et les performances sur le long terme. Dans le FFI, Axel marque plus de buts pour le même nombre de matchs joués. Certes, Xavier a la meilleure technique solo
2 OG et c'est le seul à avoir passé Hector en 1v1, mais ça ne fait pas tout. Axel a certes été en difficulté face à Hector en 1 contre 1, mais il a marqué quasiment à tous les matchs, en solo au début du FFI et plutôt en combiné dans la deuxième partie. D'ailleurs, il a même marqué contre la technique la plus forte de Hector, avec l'ouragan Inazuma en trio, ce que Xavier n'a pas pu faire avec le Big Bang. Comme je vous l'ai déjà dit, ce que je reproche à Xavier, c'est sa transparence sur certains matchs, alors que Axel a quasiment toujours été décisif lors du mondial, à part le seul match où il ne va pas être décisif contre le Qatar, où certes il n'a pas marqué, mais grâce à lui, Austin débloque son jeu et va marquer le but de la victoire. Donc au final, c'est lui qui est un peu décisif indirectement. Vous allez sûrement me parler du match contre les Dragons de Feu, où il a raté énormément d'occasions à cause de ses problèmes familiaux, on le rappelle. On se souvient également de la saison 2, contre la tempête de Gémeaux, avec tous les tirs qu'il a envoyés au-dessus, ce qui du coup fait baisser logiquement son pourcentage ratio tir-but par rapport à Xavier. Et puis pour revenir au match avec les Dragons de Feu, il finira quand même par marquer avec la tempête du Tigre, donc décisif encore une fois. Et pour un de ces matchs soi-disant frauduleux de la saison 3, perso je trouve que c'est pas mal. Du coup comme on l'a vu, même quand il marque pas, il est important dans le match. Contrairement à Xavier, qui certes fait des masterclass, mais quand il est transparent, il est vraiment inutile à l'équipe et frauduleux. Pour résumer, Axel et Xavier sont tous les deux des joueurs très forts. En tant qu'attaquant, Axel est plus régulier et marque plus que Xavier. Mais Xavier a une meilleure force de frappe et est plus décisif dans les grands matchs. Perso, je préfère quelqu'un de plus décisif qui pourra être bon sur plein de matchs. C'est un buteur comme ça qui te fait gagner une compétition. Donc pour moi, Axel est un meilleur attaquant que Xavier. Il sera plus utile à une équipe. Au niveau des plus également, on va noter l'intelligence de jeu de Axel Blaze. On se rappelle de la scène contre les occultes où il disait à Kevin de pas tirer bêtement et de réfléchir au mouvement des mains du gardien. Et aussi dans la saison 3, il avait compris comment contrer le bloc défensif. Également, Axel, c'est le psychologue de l'équipe. Il est souvent décisif pour déclencher le déclic chez ses coéquipiers. Et du coup, grâce à ça, retourner la situation du match. Marc en saison 1 contre la Royal Academy, Sean en saison 2 contre Genesis, ou encore Austin en saison 3 comme on l'a vu. Il a également une aura de fou. On pourra jamais lui enlever ça. Il fait trembler les plus grands gardiens rien qu'en prononçant son nom. L'Académie Alus avait peur de lui. Dvalin be like, il chiait dans son froc devant Axel Blaze. Il a également une grosse polyvalence, il a beaucoup de duos avec des attaquants, ce qui lui a permis de marquer beaucoup de buts en deuxième partie du FFI notamment. Il est très endurant, forcément, grâce à son entraînement à Okinawa. Il a pu faire le match contre le Qatar en entier, contrairement à Xavier qui en pouvait plus et qui en seconde mi-temps se fait remplacer. Il a également une très bonne détente avec une bonne agilité, avec des techniques aériennes. Et puis il est tellement fort dans Orion qu'on a été obligé de le blesser pour le nerf toute la saison. Tellement il était trop fort, on se rend pas compte de la dinguerie. Bon, les moins maintenant, comme Xavier, déjà il a pas de technique de dribble. En gros défaut maintenant, pas assez de technique solo puissante. Et il dépend trop de ses techniques combinées pour marquer des buts. La technique la plus puissante solo qu'il possède, c'est seulement le tourbillon de feu 2, qu'il a appris au tout début de la saison 3 contre l'Australie. Dommage qu'il ait pas le brasier absolu dans la timeline principale, il aurait été monstrueux. Mais malheureusement c'est dans un film non canon, et il a été boosté par le phénomène de résonance. Donc on peut pas vraiment lui compter. Alors oui, il a le last resort en technique solo dans Orion, qui est une technique très puissante. Mais personnellement, je trouve que cette technique est un peu surcotée. Quand Axel l'a utilisé, il a juste passé le gardien de la Corée lors du tout premier match des qualifs. Il s'est ensuite blessé et on n'a pas pu le voir en action face à d'autres gardiens plus puissants. La seule fois où il a réutilisé le last resort, c'est en finale et elle a été arrêtée par un simple coup de pied de Yurika. Donc on a vu seulement 2 fois Axel Blaze l'utiliser. Et sur ces 2 fois, elle a été arrêtée une fois avec un simple coup de pied. C'est trop peu pour juger sa puissance et dire que c'est une technique absolue. Même si je doute qu'elle aurait pu passer énormément de gardiens du FFI si Axel ne s'était pas blessé. Mais ici, on juge les faits et le concret. On a beau nous dire que c'est une technique puissante, mais si on nous la montre pas en action, c'est dommage et ça ne veut rien dire. Ça rejoint donc ce que je disais. Il n'a pas été décisif avec de nouvelles techniques solo dans Orion, comme la deuxième partie de la saison 3. Bien qu'avec des techniques combinées, il l'a été largement. Pour mettre fin à ce débat, Axel, selon moi, mérite la 6ème place. C'est un meilleur attaquant car plus décisif et plus régulier sur tous ses matchs du mondial que Xavier. Axel aurait pu être largement plus haut s'il avait marqué plus de buts avec sa propre force. Faye, le chrono attaquant. Faye est l'un des personnages principaux de la série Inazuma Eleven Go Chronostone. De nature joviale et optimiste, il est l'attaquant phare de l'équipe des Sherwin, mais aussi le 8ème pouvoir des enseignements du maître, plus communément appelé l'équipe ultime. À part les Sherwin et les Raymond, il aurait été le capitaine de l'équipe de Gal de la New Gen, et également un joueur pour Eldorado 1, né au Japon dans le film, et Inazuma Battle Eleven. Envoyé du futur pour protéger le football, il aidera principalement les Raymond à résister aux attaques incessantes d'Eldorado. Au niveau de ses super techniques et ses skills maintenant, il possède d'abord 2 Miximax, un avec le Tyranno et un avec Big. Il possède également l'esprit guerrier Sir Lapin qui peut le réaliser en armure. Également, il a le lièvre bondissant surpuissant avec Arion, l'attaque équipe ultime à plusieurs, la mâchoire jurassique en Miximax, le tir de défense torsadé V2 avec le Miximax de Big et la fièvre de lune, la technique de son esprit guerrier en solo. Au niveau de son style de jeu maintenant, Faye possède une grosse frappe et des techniques puissantes. Il dispose quand même de la technique la plus forte de toute la saison 2 de Go, l'attaque équipe ultime qui n'a jamais été arrêtée.
De plus, quand Fei a frappé contre l'équipe de Ragna, alors qu'ils étaient 10, goal compris, ils n'ont pas pu arrêter son tir. Il est aussi capable de passer Vei, le gardien de l'équipe Excellence, en armure et en Miximax en mode hyperdrive, avec un simple tir de défense torsadé. Donc avec un simple Miximax. De plus, il a également réussi à passer le gardien de Ragna, l'équipe de Siméon en finale avec cette technique au niveau 2. Ce qui prouve qu'en peu de temps, il a réussi à améliorer sa technique. Il a un bon potentiel d'évolution. C'est également un joueur régulier avec une finition plutôt bonne. Fei a un ratio positif de buts durant toute la saison avec 12 buts pour 5 arrêtés, soit un ratio de 70,59%. Mais n'oublions pas que Fei a pu jouer qu'une seule saison. Vu son ratio, je doute pas qu'il aurait pu marquer encore plus de buts si on l'avait plus vu. En dribble maintenant, c'est un joueur très bon en dribble avec un ratio positif de 37 dribbles réussis pour seulement 10 ratés. Fei est l'un des personnages les plus agiles de tout Inazuma Eleven. Quand on pense à un joueur agile, on pense tout de suite à lui avec ses sauts de lapin. Sa façon de dribbler se base principalement sur le jeu aérien, où il excelle dans ce domaine. Il est même pour moi meilleur que Yorika, ou du moins du même niveau. Il peut ainsi esquiver pas mal de confrontations, avec ses sauts remarquables pouvant atteindre 10 mètres de haut, tout en les enchaînant. Il est également très puissant physiquement. Il a pu arrêter un tir de Soldestar en armure sans difficulté alors que Fei n'était ni en armure ni en Miximax. On se rend pas compte mais Fei est également doté d'une vision de jeu exceptionnelle, d'un gros mental et d'une endurance à toute épreuve. En effet, il est capable de créer des duplicants, les contrôler en plein match, tout en anticipant le jeu de ses adversaires afin de les contrer en utilisant des super techniques. On dirait pas mais faut être un joueur de fou avec une énorme réserve d'énergie pour faire ça tout un match. Fei a un très bon leadership, il a su aiguiller Arion à plusieurs reprises quand ils ont affronté Eldorado pour la première fois mais aussi dans les autres matchs, et il a su former l'équipe pour apprendre à utiliser l'armure d'esprit guerrier. Un de ses points les plus impressionnants maintenant, il peut invoquer un Miximax et une armure d'esprit guerrier en même temps. En plus d'avoir deux Miximax et une armure d'esprit guerrier, les deux mécaniques les plus cheatées de Chronostone, Fei peut combiner les deux en simultané si besoin. Et en plus, il peut même rajouter une super technique pour surenchérir. Avec les deux plus sa super technique en Miximax, il ne s'est jamais fait arrêter. Même Zanark, contrairement à ce qu'on pourrait croire, il n'est pas capable de faire ça. Il ne peut pas faire le Miximax et l'armure en même temps. En tout cas, on nous l'a jamais montré. Seul Siméon est capable de faire pareil, vous vous rendez compte? Pour moi, son ratio tir-but aurait même pu être meilleur. Surtout quand on sait qu'au début de la saison, il se bridait volontairement car il n'aimait pas son esprit guerrier. Dites-vous qu'il était déjà capable de maîtriser son armure à ce moment-là. Et aussi quand on sait qu'avec les Sharewind, il était également nerf avec les duplicants qui lui demandaient beaucoup d'énergie. Il aurait pu donc marquer facilement et détruire Eldorado en jouant à son plein potentiel dès le début. Bon, maintenant au niveau des moins, bon là il y a beaucoup de plus mais il y a quand même des moins. Le tir de défense torsadé basique a été arrêté par JP avec un Miximax et le champ des trois royaumes. Bon, je l'ai mis en point faible parce que c'est JP quand même. Également il a pas de technique de dribble, ce qui est très dommage, alors que dans les jeux il a accès à la danse de l'air, même si honnêtement je pense qu'avec sa qualité de dribble dans l'animé il en a pas forcément besoin. Et puis surtout son plus gros défaut maintenant, et c'est pourquoi il est pas plus haut, c'est qu'il a une situation familiale compliquée qui peut l'affecter énormément lors des matchs. On l'a vu au Ragnarok avec le CSC qu'il a marqué contre son camp. Fei est instable mentalement dû à son passé et ça sera compliqué pour être plus haut. Zanark, le tout puissant. L'un des attaquants les plus puissants de tout Inazuma Eleven. Mais Zanark, c'est pas qu'un simple joueur de foot. C'est également un criminel classé S évadé de la prison 0. Donc un homme extrêmement dangereux en gros. Pour revenir sur le foot maintenant, il aura joué en tout dans 5 équipes différentes. D'abord Zanark Domination, où il est le capitaine. Ensuite chez Zan, une équipe de la New Gen, avant de rejoindre Eldorado 2 et Eldorado 3. Et pour finir, il est le 11e joueur des enseignements du maître de l'équipe ultime Chronostorm. Au niveau de ses super techniques maintenant, il possède le tir cataclysme G2, le Miximax avec l'ouragan Zeta, la technique je suis le tout puissant qui fait en Miximax, le Miximax de KO, un Miximax plus défensif qui lui permet d'invoquer l'esprit guerrier Wanyu, le guerrier du Nord, et puis pour finir, il possède son esprit guerrier personnel Zodiac qu'il peut réaliser en armure. Au niveau de son style de jeu, il faut savoir que Zanark c'est un buteur d'exception, avec de grosses techniques solo. C'est simple, il possède aucune technique combinée en fait. Et quand tu le vois dans une équipe adverse, honnêtement, t'as peur pour ta vie. Ce gars est tellement violent et dangereux dans son jeu qu'il inspire la crainte et la peur chez ses adversaires. Il gagne donc logiquement beaucoup de points en aura. Malgré qu'il soit violent, malgré qu'il soit un criminel, Zanark est quand même quelqu'un qui possède un grand sens de l'honneur et qui veut gagner ses matchs
match à la loyale, sans tricher. Il veut prouver qu'il est le plus fort et faire l'unanimité. Par exemple, quand Zan a commencé à jouer à la déloyale, il a préféré quitter l'équipe. C'est un joueur qui n'aurait pas pu jouer sous les ordres d'un Red Ark saison 1 par exemple. Également, maintenant on va parler d'un de ses plus gros points forts, sa frappe destructrice. Oui, malgré son ratio pas ouf de 7 buts pour 10 arrêtés, il possède quand même une grosse force de frappe. En fait, son problème, c'est qu'il sous-estime tout le temps ses adversaires. Il fait soit que des tirs basiques en armure, soit juste une super technique basique, ou juste son Miximax, ou alors juste un tir basique. Il n'arrive jamais à combiner ses forces en utilisant toutes ses mécaniques à sa disposition. Sachez que sa technique je suis tout puissant qui va débloquer à la fin de la saison ne s'est jamais fait arrêter. Et surtout, c'est une technique solo. Il n'a pas besoin d'avoir deux joueurs comme Faye pour l'utiliser. Pour moi, cette technique est la technique la plus puissante en solo de sa saison. Autre argument pour vous prouver encore qu'il a une grosse frappe, Zanark pendant le match en Chine a effectué le tir cataclysme sans armure et a perforé Faye, Miximax, Tyranno et Arion en armure. Il aura fallu que Sol intervienne au dernier moment pour éviter le but. Comme quoi les stats doivent aussi être interprétées. La majorité de ses tirs arrêtés, ils ont dû être à plusieurs pour les contrer. Il est capable d'être décisif dans les grands matchs, comme Xavier. Par exemple, lors du match contre Galles, il a totalement retourné la situation avec un doublé exceptionnel. 2 tirs avec sa technique jamais arrêtée, je suis le tout puissant. Également en dribble, Zanark est littéralement un monstre. Avec une stat effrayante de 43 dribbles réussis pour seulement 2 petits ratés. C'est totalement monstrueux. Axel et Xavier devraient vraiment en prendre des notes, si vous voulez mon avis. Après, Zanark a quand même une façon particulière de dribbler. La plupart du temps, c'est simple, il ne dribble pas. Mais il fait un tout droit dans le tas en étant instoppable. Comme un ouragan ravageant tout sur son passage. C'est grâce à ce style de jeu qu'il a pulvérisé d'ailleurs la formation carapace de Sol. Pas besoin d'un petit geste technique, un peu de finesse comme Paolo dans son jeu. Il est beaucoup trop puissant physiquement pour ça. D'ailleurs, en parlant de physique, pour moi c'est le plus gros point fort de Zanark. Question entraînement, il est capable d'affronter des tigres à dents de sabre à main nue, supporter la chaleur d'un volcan, nager à contre-courant dans des raz-de-marée, affronter un calamar géant et un yeti à main nue. Puis sans compter qu'il est capable de gravir des montagnes et faire plein d'autres trucs le mec. Et tout ça ultra facilement en plus. Il a surpassé ses limites en faisant tout cet entraînement intensif et même en réussissant un Miximax avec l'ouragan le plus puissant de l'histoire. Je vais carrément vous dire que dit David Evans en parlant du 11e joueur de l'équipe ultime. Un joueur qui devrait être capable de s'adapter à n'importe quel terrain et à des conditions climatiques extrêmes. De ce fait, il a fait un Miximax avec l'ouragan Zeta, l'ouragan le plus puissant de l'histoire, dont il a réussi à maîtriser sa rage destructrice. Impressionnant, c'est un Saiyan le type. Et aucun joueur d'Inazuma serait capable de supporter son entraînement. Je dis bien aucun. À côté, Kozumaru, il est tout mignon avec son petit entraînement dans la forêt. Vous allez me dire, comment faire plus? Eh bien Zanark, il est aussi très bon en défense. Même si c'est pas important pour un attaquant, c'est quand même bien de le noter parce que ça fait aussi partie de ses qualités. Alors qu'est-ce qui fait de lui un excellent récupérateur de ballon? Eh bien c'est son Miximax avec KO qui lui permet d'invoquer son deuxième esprit guerrier, Xuanwu. C'est ça qui est cheaté avec lui. C'est qu'il possède un mode défensif avec le combo KO X Xuanwu qui lui permet de récupérer énormément de ballons, mais aussi une grande puissance offensive avec Zeta et Zodiac. Ce qui fait de lui un joueur extrêmement polyvalent. Juste pour vous donner un exemple de sa puissance défensive, il faut savoir qu'il a été capable de stopper un tir de Victor en armure d'esprit guerrier, mais aussi le coup de soleil de Sol, sachant que petit rappel, pour l'arrêter en saison 1 de Go, fallait quand même utiliser Griffon. Même s'il s'est fait dribbler par Sol Miximax, c'est vrai, lors du match contre Zanark Domination, ça reste pas moins impressionnant. Sachant que Sol, c'est pas n'importe qui quand même, hein. C'est considéré comme l'un des meilleurs milieux de terrain et littéralement un génie du foot. Tout ça pour dire qu'on se rend pas compte de la puissance défensive du mec. Au niveau des moins maintenant, bon il a forcément des moins bien évidemment sinon il serait premier. Alors encore une fois pas de technique de dribble, même si à mon sens il en a pas besoin. On l'a vu avec ses stats de dribble monstrueuses, il fonce dans la défense, il fait un tout droit, il a pas besoin de technique pour passer ses adversaires. Et puis il a aussi quelques moments frauduleux. Il a quand même déjà perdu un duel de frappe contre Ryoma Nishiki quand ils étaient tous les deux en armure d'esprit guerrier. Certes Ryoma a une grosse frappe parce qu'il était un ancien attaquant mais quand même. Après pour la défense de Zanark, c'était le moment où Ryoma débloque son armure. Donc je mets le doute sur le scénario quand même. Mais voilà, Zanark a perdu un duel de frappe contre Ryoma, on est obligé d'en parler. Aussi comme deuxième moment frauduleux, il a fait un tir cataclysme qui a été arrêté par JP Miximax sans technique. Je précise que Zanark n'était pas en Miximax et comme Ryoma, JP venait tout juste de le débloquer dans le scénario. Et c'est très rare dans Inazuma, voire impossible, qu'un joueur flop juste après avoir reçu un power-up. Tu mets le même tir contre JP 3 épisodes plus tard, je suis sûr à 100% qu'il se prend un but. Maintenant pour finir avec son dernier défaut et le plus majeur, c'est d'ailleurs pour ça que je ne l'ai pas mis plus haut, c'est trop une tête brûlée et instable. Il est trop déterminé pour marquer des buts et briller en solitaire. Et il oublie parfois qu'il a des coéquipiers, comme dans le match avec Eldorado 2 par exemple.
où sa performance était catastrophique. Zanark, c'est un joueur qui a besoin de briller. Il a besoin d'une équipe qui joue pour lui et d'être le joueur star. Mais malheureusement, c'est pas toujours comme ça que ça se passe dans le football. Et c'est quelque chose qu'il aura appris à ses dépens avec Chronostorm et Eldorado 2. Et puis pour finir, on notera aussi qu'il n'a pas de technique combinée puissante. Et ça rejoint ce que j'ai dit. Zanark a de bonnes techniques solo, sûrement les plus fortes de son époque avec Je suis le tout-puissant, mais quand il s'agit de faire de jeux collectifs, c'est trop peu. Siméon, l'empereur du futur. Siméon, l'antagoniste principal de la saison 2 de Go. Il est également celui qui a effacé les souvenirs de Faye et qui l'a envoyé contrer les plans d'Eldorado dans le passé afin de sauver Arion Sherwind. Chef de la New Gen, il est craint et respecté de tous au sein de son organisation. Il joue avec Ragna, l'équipe absolue de cette dernière. Au niveau de ses super techniques maintenant et de ses compétences, il possède la technique de tir rafale d'obus qui est très puissante, avec le Miximax Gen S qui lui permet de se transformer en gorille, son esprit guerrier Evra qu'il peut faire en armure, et c'est tout. Bon, au niveau du style de jeu de Siméon, c'est quand même un jeu plutôt violent en général, mais avec plein de petites choses. Notamment une vitesse impressionnante. Au début du match, il a su récupérer le ballon à Arion avec une facilité déconcertante. Il était à l'autre bout du terrain et d'un coup, personne l'a vu se déplacer. Le déplacement instantané. Sa frappe, elle est extrêmement puissante et rapide. Il est capable de marquer facilement sans Miximax avec sa rafale d'obus contre un JP en Miximax, qui a à peine eu le temps de comprendre ce qui venait de se passer. Pour vous donner une idée de sa force en forme de base, il est capable de faire jeu égal avec un Arion Miximax en force de frappe, quand il tape dans le ballon en même temps. Et même sur un duel, il a failli lui casser la cheville. Mais surtout, ce qui m'a choqué, c'est qu'il est capable de passer avec un simple tir, Gabi, Sor, Goldie et JP, tous en Miximax, avec le champ des 3 royaumes niveau 3. Même s'il était boosté par la capsule à ce moment-là qui lui permet d'utiliser tout son potentiel, ça reste très impressionnant. Par contre, à son prime, il n'est pas capable de passer Arion, Victor, Ricardo, JP Miximax plus champ des 3 royaumes niveau 3. La balle finit sa trajectoire sur la barre, ce qui montre quand même que Siméon il était pas loin de marquer. Comme vous venez de le voir, Siméon est capable d'utiliser l'armure et le Miximax en même temps. C'est le seul joueur capable de faire ça avec Faye. Oui, Zanark ne sait pas faire ça, sinon je vous l'aurais dit. Pour revenir à Siméon, en plus de toutes ses mécaniques, il possède un excellent physique, capable de faire jeu égal en forme de base avec un Zanark Miximax Zeta, et en Miximax forme gorille, alors là je vous explique même pas. Sous cette forme, il fait des percées en solo en faisant voler tout ce qui l'entoure, notamment Faye, Goldie et Gabi en Miximax. Sur une autre tentative, il fait voler Ryoma et Zanark Miximax en même temps. Donc Siméon, gros physique, très grosse puissance, il est largement supérieur à Zanark sur ce point-là. Et pour finir, le leadership. Forcément, il est le chef de son organisation déjà. Tout le monde le respecte et l'écoute. En match, j'ai remarqué aussi qu'il avait un bon jeu collectif en faisant des passes à ses coéquipiers. Au niveau de ses défauts maintenant, il est quand même assez colérique. Quand il pète les plombs, Victor lui avait volé le ballon plutôt facilement. Et ça lui arrive de paniquer quand il voit son équipe en difficulté. Mais contrairement à Yurika tout à l'heure, lui, il reprend vite ses esprits. Donc au final, il est assez lucide là-dessus et il pénalise pas trop son équipe. Ce défaut prouve en même temps qu'il a un peu trop confiance en lui. Il pense que c'est un être au-dessus de tout le monde. Et c'est pour ça qu'il a paniqué quand il voyait que l'équipe en face était en train de tenir le rythme. Également, on l'a pas assez vu, même s'il a su prouver qu'il était à la hauteur face à la meilleure équipe de tous les temps. On aurait aimé en voir plus de Siméon. Donnez-nous plus à manger. Et comme dernier point, surtout c'est vrai, il était boosté en deuxième mi-temps avec les capsules. Même s'il aura largement prouvé en première mi-temps, ça lui enlève un peu de mérite. Victor, le buteur des ténèbres. On ne le présente plus. Il a évidemment joué pour l'équipe Raymond Go, les Chevaliers Noirs, Eldorado 1, Chronostorm, né au Japon dans le second film de Go, le 11 terrestre et enfin Falam Medius en tant que capitaine. Ce dernier est un passionné de foot depuis tout petit. À l'époque, avec son grand frère, il essayait de reproduire les techniques de son idole Axel Blaze. D'ailleurs, c'est globalement un Axel V2, mais en plus puissant, vous allez voir. Au niveau de ses super techniques, il possède la lame des ténèbres, l'envol des ténèbres G3, la fulgurante double tornade de feu, le tir surnaturel, l'attaque équipe ultime, le tir foudroyant, l'aube obscure, la terre infinie, le tir d'unité, l'évolution, son esprit guerrier Lancelot, le spadassin héroïque qu'il peut réaliser en armure. Il peut également utiliser sa technique la botte de Lancelot, l'esprit guerrier fusion Griffon, le seigneur du règne animal, avec en technique le sabre de feu, son Miximax de Soji Okita où il peut utiliser le katana chrysanthème, et puis pour finir son totem du loup. Victor a quand même un style de jeu très agressif. Il nous le montre dès son arrivée à Raymond au début de la série, en mettant toute l'équipe réserve à terre avec une lame des ténèbres. Et aussi quand il se moque de Arion en lui mettant des rafales de tir. Même si je trouve qu'il a un petit peu adouci son jeu au fil des saisons avec Arion, il reste quand même agressif de temps en temps, car c'est sa nature au final. Par exemple ce tacle assassin contre Faye dans Chronostone, ou encore contre le 11 terrestre pendant la finale du tournoi galactique. Ce qu'il faut savoir également sur Victor, c'est que c'est un buteur d'exception. Oui, car Victor c'est le meilleur buteur Ijinazuma toute saison confondue. Avec 57 buts, 19 passes décisives pour 20 tirs ratés.
pour un ratio de 74,03%, ce qui est vraiment très bon et bien mieux qu'un Axel ou un Xavier sur leurs 3 saisons. Il est également décisif dans les grands matchs, notamment avec un triplé lors de la finale de Go, un doublé dans celle de Go Chronostone et un quadruplé dans celle de Galaxy. C'est le meilleur buteur de la route du sacre avec 13 buts, puis c'est également le meilleur buteur du tournoi galactique, sans faire tous les matchs en plus. Il va mettre 13 buts pour 8 matchs, soit 1 but par match minimum. Sans compter le match amical contre la Rébellion Japon, où il met 1 but face à Quentin, et le match du tout début contre la Royal Academy, où il met également 1 but. Victor est l'attaquant qu'il pense être, avec quasiment aucun match frauduleux, sauf un, mais on en reparlera un peu plus tard. Alors au niveau des plus maintenant, faut savoir qu'il évolue vite. Il va débloquer l'armure d'esprit guerrier rapidement suite à une simple phrase de David Evans, alors qu'auparavant, pendant un entraînement avec Arion, JP, Ryoma et Ricardo, personne n'y arrivait. En finale de Galaxy aussi, avec ses duels contre Arion, Ozrock dit qu'ils deviennent de plus en plus forts au fil des affrontements. Je peux te dire qu'avec une puissance pareille, Ozrock il est bien content d'avoir ces deux joueurs pour charger son canon cosmique. Il est également plutôt bon en dribble aussi, avec 46 dribbles réussis pour 29 ratés. C'est pas le meilleur, je l'accorde, c'est pas du niveau de Faye, c'est pas d'un niveau de Zanark non plus, mais c'est pas dégueu, et c'est pas le plus mauvais du top 10 là-dessus. Également, son analyse de jeu, un peu à la manière d'Axel Blaze, il est intelligent et plutôt bon dans le domaine, comme par exemple en finale de Galaxy, il va comprendre que Terry s'est blessé et tirer volontairement aux extrémités des cages, pour enfin l'achever avec une technique. Ou encore contre la Royal Dango, où il arrive et comprend directement comment réussir le tonnerre ultime. Et pareil sur les ailes jumelles. De son côté à lui c'était nickel, mais de l'autre on voyait que ça galérait. Aussi, une grosse qualité pour un buteur forcément, c'est quoi? C'est sa puissance de frappe. Et là-dessus il est vraiment impressionnant. Il est capable de passer en 1v1 Phobos avec son propre totem. Certes, il s'est fait arrêter une première fois avant, mais la fois d'après il le passe. Et je rappelle que Phobos, c'est quelqu'un. Il est capable d'arrêter l'éclair volcanique de Bala avec un simple coup de poing. Alors que Terry doit utiliser sa technique la plus forte, si on compte pas son totem, pour l'arrêter. Également, il fait égalité sur plusieurs duels de frappe avec Arion. Certes, c'est pas un attaquant, mais il a prouvé plusieurs fois qu'il avait une grosse force de frappe. Et n'oublions pas que c'est le meilleur joueur de la licence. Victor, c'est aussi décisif dans les grands matchs. Et c'est important. Comme on l'a vu, toutes ses finales sont bonnes. Avec un doublé, un triplé et un quadruplé dans la finale de Galaxy. Il est capable de marquer en combiné, mais aussi en solo face aux meilleurs gardiens de son époque. Ce que Axel n'est pas capable de faire. Les moins maintenant. Bon, je vous avais dit que je allais vous en parler tout à l'heure et ça fait mal de le dire. Mais son match contre l'équipe de Zan est un immense flop. Son pire match de l'œuvre. Il est capitaine pour ce match-là avec Eldorado 1, mais il n'a aucun leadership. Il le dit lui-même, il ne sait même pas pourquoi il est capitaine. Il va se faire arrêter son katana chrysanthème, sa technique en miximax, par un simple arrêt du gardien. Et son équipe perdra le match 5 buts à 1. C'est la seule équipe de nos protagonistes qui vont perdre durant le match de Ragnarok. Il y a quand même un seul point positif dans ce match pour Victor, c'est qu'il aura fait une passe décisive pour Goldie dans le match. C'est sa seule action bien du match. Ce qu'on peut lui reprocher aussi, son infidélité. Non, c'est pas parce qu'il trompe sa petite copine, c'est parce que Victor est pas un coéquipier fiable par maman. Désolé, mais abandonner son équipe et sa planète pour aller se marier avec la raclite Falamorbius, c'est pas ouf. À cause de ça, l'équipe sera affaiblie et il ne jouera quasiment pas pendant tout le tournoi galactique. Et puis pour finir, dans Chronostone, il a apparemment perdu un duel de frappe contre Goldie. Après on sait pas c'était quoi le duel. Ça se trouve c'était les tirs au but ou un autre truc de merde, on sait pas. Et c'était aussi face au Victor Route du Sacre. C'était pas le Victor Prime à la fin de Galaxy. Mais c'est quand même un peu la honte honnêtement. Globalement Victor finira la série avec le meilleur goal assist of all time. Il finira également second en dribble réussi, derrière Arion et quatrième toute saison confondue. Ses stats sont juste excellentes. Il a été incroyable du début à la fin avec très peu de points négatifs. Décisif sur tous les matchs sauf celui que j'ai cité dans le point négatif. Et ceux contre l'équipe d'excellence aussi. Mais pour le coup, toute l'équipe de Raymond était inutile pendant les deux matchs. Donc ça serait injuste de lui compter ça. Également décisif dans les grands matchs, comme on l'a vu avec ses performances et ses buts en finale. C'est pour ça que je le mettrais top 2. Il est bon et régulier, avec des stats monstres. Il aura prouvé dans les 3 saisons. Mais au-dessus de lui, il y a l'attaquant ultime avec la plus grosse force de frappe de tout Inazuma. Celui qui est craint dans toute la galaxie rien qu'en prononçant son nom. Ozrock, le survivant. Il y a 200 ans, la planète d'Ozrock a été détruite par Falamorbius. Seules 184 personnes ont pu en échapper. À leur réveil, sur les 184 rescapés, seulement Ozrock et 10 autres personnes ont survécu. À eux 11, ils formeront l'Armada Ixar, le boss final de la saison de Galaxy. Concrètement, le but d'Ozrock, c'est de se venger et de faire ressentir la peur que son peuple a connue à cause de Falamorbius. Par la suite, il avouera vouloir annihiler la galaxie tout entière. Un grand malade. Alerte psychopathe. Regarde maman, un psychopathe.
Pour ses super techniques, il possède sa technique de tir, la tempête stellaire, son totem Ixarl qui est le plus puissant de tous, et sa tactique, l'empreinte du fauve, qui lui permet littéralement à lui et son équipe de contrôler les totems de l'équipe adverse sans qu'ils puissent rien faire. Ils ont marqué d'ailleurs 3 buts en finale grâce à cette tactique très cheatée. Bon, après, elle marche que si les mecs en face ont des totems. Au niveau de ce style de jeu, bon, ça va un peu se ressembler, mais Ozrock, lui aussi, c'est un joueur extrêmement violent et brutal avec ses adversaires. Son style de jeu peut sembler similaire avec celui de Zanark. Il dispose également d'un gros leadership, avec des coéquipiers qui lui sont totalement dévoués, et il est également très intelligent, avec un jeu réfléchi et calculé. Ozrock ne fait pas les choses par hasard. Forcément, en même temps, il a plus de 200 ans. Il dispose d'une grande expérience. Au niveau des plus, on notera sa capacité à perforer une défense. Concrètement, son jeu direct et brutal, ça lui permet de passer n'importe quel défenseur. Je ne compte même pas le nombre de fois pendant la finale où il a réussi à percer la défense de l'équipe en solo. Ozrock combine un jeu brutal et physique avec une impressionnante vitesse, qui lui a permis par exemple de passer Zippy et Kinan très facilement. Et ensuite d'enchaîner avec un jeu physique pour passer l'esquive du boxeur de Frank et la boule de feuille de Trina. Ou encore pour prouver son agilité et sa vitesse, un autre duel impressionnant contre Arion où il se fait dribbler 2 fois mais revient une 3e fois grâce à sa vitesse pour finalement remporter le duel en lui prenant la balle avec un tacle glissé. Il combine puissance, agilité et vitesse, ce qui est rare pour un attaquant. Ozrock, comme Zanark, il tire beaucoup. C'est littéralement j'ai la balle, je tire. Sauf que lui, au lieu de martyriser JP pour faire gonfler ses stats, il a détruit des grands gardiens. Comme Terry avec une tempête stellaire où il va balayer ses griffes puissantes, ou encore pendant la finale contre le 11 terrestre où il a littéralement tiré et marqué de la moitié de son terrain en touchant littéralement tous les joueurs. Terry n'a même pas eu le temps de réagir et a fini à terre avec de grosses égratignures. D'ailleurs, Terry c'était vraiment son petit. Il l'a martyrisé plusieurs fois en passant sa meilleure technique, la parade fatale du dragon avec son totem. Et je rappelle que Terry c'est pas un JP. Je l'avais classé 4ème de ma vidéo sur les meilleurs gardiens d'Inazuma que je vous invite à voir d'ailleurs. Mais surtout Ozrock, ce qui le rend trop broken, c'est son totem surpuissant. Pour son 3ème but, il a réussi à passer le totem de Frank, Zippy, Kinan et Terry en même temps. Le tout à la suite sans la moindre difficulté et loin des cages. Zanark, Victor, Axel et tous les autres joueurs du classement n'ont jamais réussi à faire ça à leur époque. En solo, je précise, pour ceux qui veulent me parler de Faye et l'attaque équipe ultime. Ozrock, c'est vraiment un monstre de puissance qui a prouvé sa valeur face à de grands gardiens, ce que Zanark n'a pas su faire. Le meilleur gardien que Zanark a passé, c'est le gardien de Siméon, qui n'avait ni esprit guerrier, ni Miximax, ni armure dans l'animé. Attention, je dis pas qu'il est mauvais, mais ça ne vaut pas un Terry qui est très puissant et qui disposait des meilleures mécaniques de sa saison. D'ailleurs, pour vous donner encore un aperçu de la puissance de frappe d'Ozrock et de son totem, il faut savoir qu'il a passé le totem de Karan et celui de Hogar sans difficulté. Même si Aoba, un gardien très puissant, arrête son tir avec son totem, il n'aura pu faire qu'un seul arrêt du match. Car sur cette frappe surpuissante, Ozrock lui a littéralement cassé ses bras mécaniques. Malgré que des défenseurs ont affaibli le tir. On a beau chercher, mais Ozrock c'est aucune action frauduleuse et aucun flop à son actif quand il tire. Sauf le tir que je viens de vous expliquer, mais je trouve pas que c'est un flop perso, vu qu'il a fallu beaucoup de joueurs puissants pour le contrer et qu'il a envoyé le gardien à l'hosto. Petit point palmarès aussi, Ozrock c'est littéralement celui qui a marqué le plus de buts dans une finale d'Inazuma en solo, avec 5 réalisations. Et en plus de ça aussi, Ozrock a une grosse endurance. On oublie qu'il a à la fois affronté Earth-11, mais aussi Alliance des planètes de Fala Morbius, sans le moindre changement. Les joueurs en face devaient se donner à 100% pour pouvoir rivaliser. Et ils étaient littéralement épuisés en même pas une mi-temps. Quant à Ozrock, il avait l'air de pas broncher et il était toujours en pleine forme. Ce qui prouve que lui et son équipe disposent d'une très grande endurance. Et puis pour finir, Ozrock dispose de l'aura la plus puissante de tout Inazuma. Ozrock a une aura tellement impressionnante qu'il peut carrément paralyser ses adversaires lorsqu'il s'énerve. Plink, en regardant son eye tir, son esprit intérieur, elle a été paralysée devant lui. Elle a dit qu'il était encore pire que celui de Falco. Retenez bien ça, personne n'a une aura comme Ozrock dans Inazuma. Il dispose du Haki des rois, c'est impressionnant. On va voir toutes les qualités d'Ozrock. Et waouh! Phénomène le gars quand même. Il dispose de la plus grosse force de frappe de son époque, approuvé face aux meilleurs gardiens. Il combine tout ça avec la plus grosse aura, une intelligence de jeu exceptionnelle, un bon leadership, une endurance sans limite avec aucun flop à son actif. Il impose le respect et on se demande limite comment le 11 terrestre a fait pour gagner contre lui. Merci Arion Prime d'avoir existé. Bon, au niveau des moins, parce qu'il faut forcément trouver des défauts à ce monstre, il a été un peu en difficulté contre Arion, c'est vrai. Oui, un de ses défauts c'est d'être en difficulté face aux meilleurs joueurs de la licence, c'est dingue. Notamment sur quelques duels de dribble où Arion l'a passé. Et aussi face à l'ouragan cyclonique et la terre infinie, où il n'a pas su défendre même avec son totem. Après on le rappelle, ça reste quand même les techniques les plus fortes en solo et combinées de sa saison. Son totem est un totem d'attaquant.
Je pense qu'il est puissant sur les tirs, mais peut-être un peu moins en défense. Voilà, donc ça fait quelques duels de puissance perdus contre Arion, fallait le dire. Mais est-ce qu'on peut vraiment appeler ça un défaut ? À vous de voir. Sinon aussi j'ai remarqué qu'il joue trop perso par moment. Même s'il s'est resté collectif, il y a certaines phases où... Vas-y, des fois il laisse ce coéquipier avoir le ballon et des fois il joue totalement seul. C'est un peu comme il en a envie. Et ça risque de pas passer s'il joue avec des joueurs de fort caractère. Aussi, bon, le fameux, il a pas de technique de dribble, voilà, c'est bon, je l'ai dit. Et pour finir, je trouve qu'il a un jeu un peu trop agressif. Même Zanark pourrait en prendre des notes par moment. S'il y avait des arbitres compétents, je peux t'assurer que le tacle sur Arion c'était faute. En tout cas, ça fait beaucoup de qualité et très peu de défauts pour notre ami Ozrock, qui est littéralement un joueur monstrueux et pour moi, le meilleur attaquant de cette licence. Je sais que de toute façon je n'arriverai pas à convaincre tout le monde avec mon avis, mais je tiens à vous remercier d'avoir écouté ce que j'avais eu à dire. Je l'ai fait avec le respect et en exposant des arguments concrets. Libre à vous de ne pas être d'accord avec moi et de débattre dans les commentaires avec le respect. Petite mention honorable pour Robingo, Falco et Freud qui étaient pas loin du top. Et n'oubliez pas de télécharger le jeu World of Warship avec mon lien dans la description pour profiter du paquet de bienvenue dès le début du jeu d'une valeur de 25 € pour tous les nouveaux joueurs. Et puis sur ce c'était Rems, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. N'hésitez pas à liker et à vous abonner pour me soutenir. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao les gars.